m'appelle Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour en passant par Tokyo et Shanghai pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabien. Bonjour Raphaël. Merci de nous recevoir à Clermont-Ferrand. Oui. Donc Fabien Marais, Chairman and CEO de Monbento. Quand j'ai démarré ce podcast il y a quelques temps, je m'imaginais pas faire mon premier épisode à Hong Kong, le deuxième à Paris et le troisième à Clermont. Mais c'est les aléas du virus. Le coronavirus a un peu changé les plans. Donc nous voici à Clermont-Ferrand, où tu as monté à Monbento, c'est ça ? C'est ça, il y a 10 ans. Maintenant. D'accord. Et donc il y a un lien avec la Chine. Donc je te laisse un peu peut-être nous présenter dans les grandes lignes, enfin qui tu es, qu'est-ce que c'est Monbento et quel est le lien entre Clermont-Ferrand et la Chine. Vas-y. Alors le lien déjà tout simplement, c'est que on a une filiale en Chine et ça fait donc 7 ans que je me suis expatrié à Hong Kong et à Shanghai, et je suis revenu à Clermont-Ferrand il y a 1 an maintenant pour redévelopper. Donc un passage de 6 années directement en Chine, donc un lien très fort. Pour développer l'activité de Monbento. Pour développer l'activité qui représente aujourd'hui 40% du business du groupe. D'accord. Monbento, enfin j'ai pas présenté. Qu'est-ce que vous faites Monbento ? Enfin, le nom est un gros indice pour les gens qui ne connaissent pas encore. Ouais, Monbento, on design, fabrique des lunchbox de façon assez classique, et donc on a du made in France, on développe les marchés à peu près partout dans le monde, avec la France en priorité, la Chine, les États-Unis, et donc tout ce qui est produit autour de l'accessoire du repas nomade au sens large, donc lunchbox, bouteilles, couverts, etc. Et tout ce qui, de façon plus large, va tourner autour des problématiques d'alimentation nomade. D'accord. Donc là, le produit phare, donc c'est la bento box, cette petite boîte super design que vous faites de toutes les couleurs. Ça, c'est notre produit star. Dans laquelle on emporte son repas, par exemple, pour manger en entreprise, si on veut ramener son repas de. Exactement. Alors, l'actualité du jour. Qui est très courant en Asie, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que vous, une petite boîte de Clermont, vous avez été vendre des bento box aux Chinois, quoi. Alors aux Chinois et avant aussi au Japon, puisque la bento, le mot bento, bento bako, c'est japonais. Et en fait, nous, en Europe, on l'utilisait de toute manière. C'était quelque chose on appelle ça la gamelle il y a longtemps. Et finalement, ça s'était un peu perdu. Et là, nous, il y a 10 ans, on avait remis ça au goût du jour. Et c'est vrai qu'il y avait ce besoin. Et donc, on a surfé sur cette tendance il y a 10 ans, en partant de rien. Je sais pas si on parlera un petit peu de l'histoire, mais voilà, c'était ça avec une amie cofondatrice qui était kinésithérapeute et qui a utilisé la boîte et qui s'est dit il y a quelque chose à faire, et on n'en trouve pas en Europe, donc on va en vendre. On en a importé, on en a vendu, et ensuite on a créé notre propre boîte, moi étant designer, je vais pas préciser. Donc un designer et une kiné, voilà, à Clermont. Et une kiné avec des banques qui nous ont bien rayonné à l'époque, qui ont rien voulu qui ont pas voulu nous aider, et c'est normal, on va dire, dans leur ratio. Mais voilà, donc on s'est jeté à l'aventure, et moi en tant que designer, on a créé les produits et on a développé notre propre identité. D'où l'explication pourquoi vous avez des produits aussi design, pourquoi le design est aussi travaillé, toutes ces couleurs. C'est, enfin, toi, en tant qu'à la fois chef d'entreprise et designer, tu gardes, j'imagine, C'est l'ADN de la marque, c'est le design, c'est la qualité, et le digital. Parce qu'on est très, très digital. On a plus de 50% de notre chiffre d'affaires qui est en direct avec le B2C. Voilà. Alors, la Chine, si on en parle un peu plus, sont à 90% digital de toute manière. D'accord, ouais. Mais je parle au niveau du groupe. Donc pour faire les choses dans l'ordre, donc tu as développé l'entreprise en France. Bon, ça, on va passer rapidement là-dessus parce qu'on s'intéresse à la Chine et à l'Asie en particulier dans ce podcast. Mais donc comment t'es venue l'idée d'aller te développer en Chine ? Comment ça s'est passé au début ? En fait, le lien avec la Chine, il a été d'abord amené par la production, assez classique, c'est-à-dire besoin de produire, de fabriquer des produits. La France, on y pensait, mais on a vite oublié au début, pas les moyens, les ratios étaient trop élevés, donc
on s'est dit il faut qu'on fabrique ailleurs. Donc la Chine est le berceau de la fabrication. Donc on a été amené à aller là-bas. Et puis à force de voyager, j'allais très régulièrement à Hong Kong, Shenzhen, voir les usines et tout ça. Finalement, j'ai posé mes valises là-bas. C'était plus simple et je faisais plutôt les allers-retours dans l'autre sens. D'accord, mais donc vraiment pour gérer un côté production au début. Pour gérer le côté production, on avait une petite équipe sur place. On a eu la chance d'être amené. On a eu un réseau. Moi, je vous connaissais en Chine plus en tant que marque présente en Chine. Ah, c'est pas évident de savoir que vous avez commencé par la production pour après attaquer le marché chinois. Ah non, à la base, on pensait pas du tout au marché chinois. Enfin, c'était, moi, je parle pas chinois, j'y connaissais rien, voilà. Donc, non, on n'y pensait pas. On a commencé à vendre après cette histoire de production, rayonner autour, c'est-à-dire Hong Kong, le Japon, la Corée, avec des distributeurs, puis un peu en Chine avec un distributeur. Donc, au fur et à mesure. C'est toi qui as fait l'effort commercial Il y a eu, alors, c'est passé par une interne en France qui était chinoise chez nous, qui était en interne, enfin stagiaire commercial, et qui du coup nous avait branché avec un distributeur qu'elle avait dégoté comme ça en Chine. D'accord. Donc on a dit bon ok voilà, nous on ne connaît pas grand chose mais on y va. Et puis finalement de fil en aiguille, il a commencé à tisser une petite vente là-bas en Chine, mais c'était rien quoi, voilà. Et au fur et à mesure d'être sur place, je me suis plus intéressé au marché. Juste, ma question, c'est que c'est hyper intéressant en général. Tu vois, comment développer un réseau de distribution sur l'Asie, trouver un distributeur dans chaque pays, s'assurer que ce soit bon distributeur, s'assurer que ça vende, que ta marque soit respectée. Enfin, ça, c'est des problématiques hyper intéressantes. Donc, c'est pour ça que Exactement. Quand tu travailles avec un distributeur, faut le regarder. Ouais. Donc, on était assez vigilants sur ces aspects-là, mais on n'était pas très satisfait du distributeur. On trouvait finalement, à l'échelle de la Chine, on se disait mais comment il va pousser la marque, comment il va aller vraiment faire en sorte qu'on pénètre le marché, etc., etc. Il était très axé retail aussi, alors que la Chine, finalement, s'axait beaucoup plus sur le digital. Donc voilà, et puis on commençait à sentir qu'il faisait ce que font classiquement les distributeurs, pas trop son travail, donc pas vraiment anticiper les stocks, pas finalement garder un peu de marge de son côté. Donc on commençait à sentir que c'était pas exactement ce qu'on attendait dans le développement. Donc voilà, on a commencé à mettre un peu le nez dedans un peu plus. Et puis à un moment donné, on a accéléré la manœuvre en Chine avec le recrutement d'une personne chinoise et qui a repris le sujet et qui a dit non mais attends, le distributeur voilà, il fait pas vraiment le travail qu'il faut, il vous dit pas toute la vérité, on va aller creuser. Et en fait, d'avoir une équipe en interne, ça nous a aidé à comprendre beaucoup de choses. De comprendre le marché, de comprendre la relation avec les Chinois, la relation avec les distributeurs. Nous qui n'avons qu'une relation en fait production avec la Chine, elle est totalement différente quand on a une relation business en fait totalement, avec un distributeur. Et là tu parlais de l'information, savoir ce qui se passe, récupérer l'information. Ouais, et c'est clé et c'est pas facile. Ça c'était très dur et donc voilà, nous on a commencé à constituer une équipe chinoise et on s'est dit il y a un potentiel sur la Chine. On a mis les moyens, on a investi, on a embauché des gens, on a développé. Et là, on a eu la chance d'avoir une personne extraordinaire qui a développé le marché en Chine, une Chinoise qui était motivée avec ce profil qu'on connaît des Chinois qui sont entrepreneurs, agiles, rapides. Et c'est vrai que moi ayant vécu en Chine, j'ai laissé faire les choses de cette façon naturelle, au lieu d'avoir le réflexe très franco-français ou européen de freiner et de dire oulala mais non attends, on va réfléchir, on va construire des business plans, on va faire les choses, alors que les autres les Chinois ils font quoi, en attendant ils activent. Nous on réfléchit, eux ils activent. Donc t'as su travailler donc il fallait les laisser avec cette équipe chinoise. Ouais. Et donc les laisser libres quelque part de faire les choses à leur manière, d'avancer, en contrôlant quand même, en les aidant d'une manière ou d'une autre, j'imagine. Mais bien sûr, faut contrôler. Mais c'est intéressant parce qu'on a souvent l'habitude quand on arrive de France d'avoir des idées bien arrêtées
et de se dire c'est comme ça que ça doit être fait. Non, Donc j'ai l'impression que il semble que tu as été assez intelligent là-dessus sur ta manière de bosser avec la Chine et avec les Chinois, quoi. ouais, merci, intelligent, je sais pas, mais en tout cas, naturellement, déjà, j'appréciais la méthode chinoise. Je fais tout le temps le parallèle avec le design. Où en tant que designer, on aime bien être créatif, on aime bien être opportuniste, on vise les choses et en fait, on a cette agilité d'esprit. Et je retrouvais ça dans les opérations chinoises. Et c'est vrai que c'est des gens qui ont faim, quoi, qui ont envie d'y aller, qui ont envie de développer des choses. On ressentait ce dynamisme. Donc il fallait les laisser, au lieu de les bloquer, il fallait les laisser y aller, faire le boulot, leurs recommandations. Je donne un exemple souvent classique, mais quand on a des produits et ils veulent des graphismes qui sont un peu particuliers. La Chine a des besoins avec beaucoup de roses, beaucoup de cœurs, beaucoup de tout ça qui à l'époque nous disaient c'est sûr, est-ce que ça va marcher? C'est des trucs un peu particuliers, des Hello Kitty, des trucs comme ça. Et en fait, leur dire oui, c'est leur faire confiance et leur dire bah ouais, on va tester, on va faire des productions dans ce sens-là et ça marche. Dire que on les a laissés libres de décider ce qui dans le marché allait toucher le cœur des Chinois. Et c'est ça la clé à un moment donné. Autre tous les aspects. Tu devais placer une limite quand même parfois, parce que, enfin, moi c'est intéressant d'avoir vu la Chine il y a une dizaine d'années, où parfois on va dire sur le design, enfin je pense par exemple au site internet, c'était parfois déconnant, des designs vraiment moches, surchargés, avec des pop-up qui volaient partout et qui t'empêchaient d'aller sur le site. Et maintenant quand je regarde les sites internet chinois, bah sur pas mal d'aspects ils sont plus avancés que nous. Enfin ils ont développé leur propre style quelque part, et clairement c'est avancé, quoi. Je suis d'accord. Mais donc toi quand t'es arrivé entre les deux, est-ce que parfois tu disais il faut s'adapter à la Chine, enfin voilà, vous êtes chinois, vous décidez ce qu'il faut faire comme marketing pour la Chine, mais est-ce que parfois tu plaçais pas le haut là Bien sûr. sur ce qui était peut-être un peu du mauvais goût entre guillemets, ou qui allait trop loin, quoi? Bah on posait la question, on challengeait. Donc on disait voilà, nous on a des standards européens, une image de marque, etc. Il faut pas non plus que ça galvaude. Donc quand ça reste du graphisme, des petits cœurs ou autre chose, mais on essayait toujours de le rattacher avec une identité de la marque associée à ça. Et donc ça faisait plutôt quelque chose de moderne. Donc c'était pas du cheap. Et c'est ça qui est important. Et ils misaient la qualité. Donc on a la chance après d'avoir fait du Made in France aussi, d'être une entreprise française. Donc en Chine, ça quand même, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on est arrivé à une période où ça nous a aidé à se développer, d'être une entreprise avec du design français, de tout contrôler, d'avoir. Ils sont très design Made in France et ouais. Production en Chine. Oui, production en Chine pour la Chine, mais production en France pour l'Europe. Donc on a les doubles. Ah d'accord, vous avez aussi la production depuis. Ouais. Donc c'est vrai que ces aspects-là renforcent la qualité et les Chinois achètent cette qualité en fait. Donc ça nous a permis de bien nous positionner. Puis après j'ai découvert l'énorme travail de référencement, de réseaux sociaux, qui est très actif, bien plus dynamique en fait qu'en France au final avec des chiffres où tu rajoutes des zéros facilement sur des volumes et c'est enfin moi j'étais plutôt dans une. Donc là tu fais référence par exemple à l'e-commerce, ce que tu appelles le digital en Chine, absolument incroyable. qui a été votre succès en Chine, c'est vraiment d'être rentré quoi sur Tmall essentiellement. Exactement. En fait l'histoire c'est que quand les équipes ont repris le marché, parlons vulgairement, on a dégagé le distributeur. Après quelle année En fait, on a commencé à pénétrer le marché je pense en 2014. D'accord. Chinois. Donc il y a eu quelques mois de transition où on avait un distributeur qu'on a dégagé, qu'on a dit bon écoute, on a essayé de le faire travailler et puis ça a pas voilà. En même temps, on lui a dit OK, tu continues à faire du retail, mais nous on va s'occuper du branding, on va s'occuper du e-commerce. Donc c'est nous qui allons gérer la marque et je pense que c'est là que c'était important, c'est qu'on a contrôlé nous ce qu'on allait faire sur le marché chinois. Et c'est à partir de ce moment-là que, en fait, on s'est rendu compte que notre Tmall prenait, quoi, et que c'est là qu'on faisait 70-80% du chiffre d'affaires, que ça a pris tout de suite. Donc en ouvrant un shop, un flagship sur Tmall, c'est ça? Ouais, alors c'est pas juste ouvrir et cliquer d'un doigt. Mon Dieu, non, mais justement, explique-nous un peu. La Chine, c'est compliqué. Tous ceux qui sont passés là-bas sauront de quoi je parle. Ne serait-ce que pour ouvrir un Tmall, c'est déjà un parcours du combattant. Je pense au début, on a dû mettre au moins 8 mois pour récolter toutes les informations, pour fournir tous les documents, les trademarks, etc. Enfin, il y avait pas mal d'étapes. Je me rappelle, c'était
Vous assez travailliez avec un compliqué. Tipeee à l'époque? Après, il faut trouver des Tipeee, D'accord. Ouais. parce qu'on pouvait pas tout faire en interne, hein, Ouais. c'était pas question. Donc Donc le Tipeee, pareil, donc le Tmall partenaire, les Tmall et Partner, qui on a est donc changé 3 une fois. sorte de distributeur, de partenaire qui met en place les produits sur Tmall et qui opère votre shop sur Tmall. Voilà, exactement. Donc c'est ça, c'est exactement ça. Et donc il faut trouver le bon. Enfin, faut celui qui, j'ai envie de dire, pas forcément le bon, mais celui qui fit ta taille aussi d'entreprise et tes ambitions. Parce que soit t'en rends compte qu'ils sont des énormes et qui de toute manière en dessous de 10 millions de chiffre d'affaires, ils te parlent pas. Parce qu'ils ont pas, en fait, pour eux c'est pas rentable de mettre en place une équipe en dessous, etc. Donc ceux-là, tu les oublies, ils sont bons, mais tu les oublies, ils peuvent pas travailler avec toi. Et puis t'es qu'au début, donc t'es pas non plus la star d'internet, t'es qu'une petite marque qui débute, donc ils te regardent un peu genre ok, pourquoi je veux travailler avec toi. Donc faut convaincre. Donc c'est là que les équipes doivent être super super fortes pour dire mais attendez, voilà, je vous montre comment ça va marcher, ce qui va se faire, le plan, etc. Et puis on trouve un Tipeee qui y croit, qui est plutôt Comment tu positionné. cherches un Tipeee, tu te souviens? Ouais, alors c'est plutôt les équipes chinoises qui vont aller, franchement, pour être très honnête, là c'est du réseau, c'est réseau, bah voilà, est-ce que tu connais, voilà la marque, voilà les trucs. D'accord. Et tu travailles plutôt avec des Tipeee qui étaient dans ton univers de. Plutôt, oui. Ouais. C'est-à-dire des gens qui sont dans le lifestyle ou dans l'univers de l'art de la table, qui soient spécialisés là-dedans, là vaut mieux. Ouais, enfin, sinon, et pour vous, c'était clairement Tmall, quoi. Le JD. C'était Tmall. Peut-être c'est diversifié, mais à l'époque était encore plus à l'époque, c'était, ouais, c'était, je pense, une porte fermée même. Ça nous intéressait pas. La nature des clients qui allaient sur JD n'était pas forcément notre target. Donc, c'était très Tmall. Et puis voilà, donc les Tipeee qui connaissent. Donc JD qui est donc on va dire l'autre grosse plateforme de e-commerce en Chine pour. Exactement. Oui, pour ceux qui connaissent pas, qui est aussi qui est parti énorme. beaucoup de e-commerce, qui a après devenu un mastodonte diversifié comme un Amazon, quoi. Exactement. Sur lequel JD sont deux Amazon chinois, on va dire. C'est ça, sur lequel on grossit énormément maintenant sur JD. Donc on a fait un premier pas sur Tmall et maintenant on développe JD assez fortement. Pour revenir au Tipeee, bah voilà, on est monté en puissance, donc on a bien développé la Chine, profitable, on grossit, on grandit, et puis on change de Tipeee au fur et à mesure qu'on grandit. Enfin nous, c'est ce qu'on a fait, parce que le Tipeee finalement, il est plus adapté à ta taille de business, il a plus l'infrastructure en interne pour supporter suffisamment le développement, donc il est un peu sur plein de sujets, ça devient un peu gros pour lui sur un aspect, donc ça devient dangereux pour nous. Et voilà, donc une relation stratégique à gérer, quoi. Une relation stratégique à gérer assez importante. Et c'est une vie, enfin c'est assez actif, quoi, de travailler avec un Tipeee en Chine. De ce que je comprends, il y a des promotions tous les mois. Tout le monde connaît le 11 novembre, qui est de plus en plus connu. Mais en fait, ça n'arrête pas, quoi. C'est ça, c'est toujours la gestion de ces événements, de promotion, de comment faire vivre votre shop, etc., quoi. C'est exactement ça. C'est ultra dynamique. Tmall c'est les rois, c'est les rois du e-commerce et imposent leurs lois. Et c'est vrai qu'ils sont tout le temps en train de challenger les équipes, de leur demander des choses. Et il faut être capable, faut être à leur écoute et à leur demande. Et ils ont des algorithmes très très sévères. Et donc c'est le culte de la performance. Plus on est performant chez Tmall, plus ils nous donnent ce qu'on veut et plus on est performant. Et à partir du moment où ça se va dans l'autre sens, c'est la dégringolade et c'est très dur de remonter. Donc le système Tmall est d'une violence, si je peux le qualifier comme ça, assez forte. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu, c'est compliqué de toujours maintenir la barre assez haute. C'est un grand pays, la Chine, avec un nombre d'entreprises déments qui sont toutes prêtes à se battre. Donc, dans le point de vue, ça fait sens, mais c'est un peu en tant que petite PME française, ça peut être plus dur, quoi. Quand tu investis pour aller en Chine, s'il y a un revers un jour, c'est. Alors on est très heureux du résultat puisque non, je dis en général, je veux pas vous porter ma chance parce que vous êtes. Non, nous on a la chance d'avoir bien percé et d'avoir en fait été dans les premières marques de ce secteur étrangères à pouvoir bien se positionner. Donc c'était une niche qu'on a pris. Et finalement, on s'est retrouvé dans des mois dans les top 3 des marques de notre catégorie en Chine. D'accord. Donc on a été assez impressionnant. Et là, je crois on sillonne de toute manière entre le top 3 et le top 5. Tu peux donner quelques chiffres sur l'activité générée en e-commerce en Chine? Ouais, aujourd'hui, pour la faire simple, aujourd'hui c'est 4 millions d'euros de chiffre d'affaires en Chine, avec à 65% du Tmall. D'accord. Donc
voilà, regarde, 4, 2,5 millions fait facilement sur Tmall. Vous avez même pas votre propre site e-commerce en Chine? Non, non. D'accord. Ouais. Ça, on a oublié parce qu'en fait, faut générer du trafic sur ton site. Enfin, le système serait tellement chronophage aujourd'hui. Ouais, Alors, donc ça se il y fait a des derrière. réflexions qui se font de plus en plus comme ça en Chine, Ouais. pour essayer de contrer un peu le monopole Tmall parce que c'est un monopole. Ah ouais, non, c'est dangereux. Bah, c'est comme Mais- Amazon, quoi. Tu donnes les clés du Ouais. camion et après, Ouais, t'es plus mais propriétaire de ton business quelque part. j'ai du mal à voir comment ces écosystèmes. Alors il y a WeChat qui vient derrière, qui va permettre peut-être de faire ça avec les mini-programmes, les mini-sites, etc. On n'a pas encore fait vraiment cet effort-là. Vous n'avez pas de business encore à générer par WeChat? Non, pas en termes de Vous l'utilisez business. comme outil de communication, marketing, mais Tout à fait. Alors pas WeChat, encore pour ceux qui connaissent pas, c'est un réseau social ultra puissant en Chine. On n'a pas d'équivalent. C'est le WhatsApp chinois, WhatsApp. mais qui englobe aussi parce que Facebook. Enfin, on fait tout ça. Enfin, Tu peux payer c'est avec l'application de votre téléphone. En gros, quoi, on fait tout. Si on paye avec, on parle avec, on commande un taxi. C'est le couteau suisse du téléphone en Chine. C'est voilà, c'est notre ami digital qui fait tout. Et donc on est très actif sur WeChat et Weibo. Donc, t'arrives à ma question suivante, c'est ouais, comme le marketing, travailler avec les influenceurs qu'on appelle KOL en général en Chine. Ouais. Ça c'est la clé. Là-dessus, vous êtes, de ce que j'ai vu, vous êtes très fort en marketing en termes de, vous avez des beaux produits, vous faites des belles photos Instagram entre guillemets en Chine, mais des belles photos avec la bento box et qui est bien arrangé avec un repas dedans, etc. Bah, donc oui. là-dessus, vous êtes très fort, vous êtes très actif, donc ça vas-y, ça m'intéresse. Ouais, on est actif, on a la chance d'avoir un produit qui permet de le faire, c'est-à-dire que c'est un produit qu'on utilise au quotidien, enfin qui est assez pratique, mais au-delà de ça, qui est lifestyle et qui permet de mettre en scène, de présenter, de dire bah nous on prend soin de nous, on montre qu'on mange bien, on montre qu'on fait les choses belles, etc. Et finalement les influenceurs, les KOL, ont été plutôt séduits. On a même encore aujourd'hui des KOL qui nous font des posts gratuitement parce qu'ils ont des demandes de leurs fans. Et alors bien sûr, on a un système aussi de paiement, de rétribution, de parution, mais on a quand même une communauté active qui participe à cet effort de présentation. Donc ça fait parce que travailler avec des KOL en Chine, c'est pas donné quoi. Il faut un budget conséquent. Il y a des stars KOL, t'as les tarifs en tête, ça monte jusqu'à combien? Non, mais il y a des stars, ça peut monter à. Nous, on a fait plusieurs opérations à plusieurs niveaux. Il y a des gens qui prennent 10 000 euros le poste. Donc c'est vrai que pour faire une recette et un post, faut le sortir quoi. Mais après ils ont 10 millions de followers. Tu fais ok, tu touches quand même pas mal de gens. On a fait une opération avec une célébrité là, une vraie célébrité qui est alors elle s'appelle Nana. Et c'est vrai que c'était l'année dernière. C'est une star de la musique, violoncelle, etc. internationale. Elle a fait l'équivalent de je sais pas, The Voice chez nous, enfin des trucs comme ça en tant que jury, pas en tant que participante. Et elle est hyper connue en Chine. Elle a voilà, je sais plus 15 millions de followers sur son Weibo, sur WeChat. C'est vrai que c'est des chiffres assez monumentaux. Et là, c'est un effort particulier parce que c'est un sponsoring qu'on a fait avec elle. Et voilà, on le paye. Ce qui se fait beaucoup en Chine, ce qui se fait pas mal, ouais. Une star qui est porte-parole de ta marque, c'est assez courant. Ouais. Mais dans l'art de la table, ça se fait pas beaucoup. En tout cas, en France, on n'en a pas trop. On a quelques chefs cuisiniers et puis ça s'arrête là, quoi. Donc c'est vrai qu'on a on a fait ces efforts-là et ça ramène du trafic de façon assez monstrueuse et à la fois directe et à la fois indirecte sur plusieurs mois. Parce que ça permet de positionner une marque. Nous, ça nous a aidé aussi à montrer qu'on faisait des choses. Et en faisant des choses, tu rassures tes clients, tu rassures tes consommateurs en disant bah cette marque elle est dynamique, elle montre, elle s'inscrit dans une. Et vous êtes une marque assez premium quelque part, donc. Et on est positionné premium. Ouais, tout à fait d'accord. Et donc ça coûte cher, quoi. Donc de travailler avec des KOL, ça coûte cher, mais c'est un investissement qui peut être rentable quand c'est bien fait. De ce que je comprends, il y a aussi ça peut se faire sur on a parlé de WeChat, mais il y a aussi une part de marketing qui est interne à Tmall. Tu m'arrêtes si je me trompe. Oui. Donc pour vous, enfin c'est englobé ou c'est disponible, vous préparez des contenus puis après ils sont diffusés à travers plusieurs canaux pour voir ça comme ça?
Oui, alors on essaye d'optimiser nos contenus quand même, mais c'est vrai que Tmall a ses propres. Alors ils ont des banners, ils ont des outils, ils ont un timing de promotion très à eux quoi. Hein. Mhm. Et donc il faut préparer des campagnes pour eux. D'accord, ouais. Effectivement. Donc ça demande de la ressource. On a la chance d'avoir en fait dans le headquarter donc toute l'équipe créa avec des animateurs 3D, des graphistes, des designers qui en fait alimentent en contenu, en images aussi, et Mhm. ça nous permet d'avoir une très forte réactivité. Tu parles de tes équipes en Chine ou en Des France? équipes en France. En France, Toute la partie créa, ouais. contenu créatif, design, graphisme est faite en France. D'accord. Ouais. R&D, etc. Tout est piloté en France. Ouais. En Chine, c'est vraiment les opérations, le marketing du chinois et le développement du business en général. D'accord, ouais. Et donc, on parlait un peu de budget marketing, mais même de travailler sur Tmall en général, c'est pas donné. Travailler avec un Tipeee, ça coûte cher. Ouais. Les marges nécessaires sur Tmall sont aussi conséquentes. Pour donner un ordre d'idée, Tmall, il prend, selon ta catégorie, hein, mais nous, je crois que c'est 6,5%. Donc ça, c'est ce qu'il prend en tant que com pur sur ton chiffre d'affaires. Après, ça c'est le chiffre de façade, mais derrière, avec tout ce qu'il demande en publicité ou autre, finalement, et en coût marketing, d'effort marketing, ça peut monter, ça peut doubler facilement, voire un peu plus. Et après, t'as ton Tipeee. Ton Tipeee, il prend, ça dépend les Tipeee, les négociations que t'as avec eux, mais ça varie entre 8, 10, 12% pour un Tipeee, quoi, pour qu'ils puissent s'en sortir aussi. Sur sa part de variable. Et il y a aussi souvent du fixe, souvent il y a un retainer mensuel. Ouais, souvent ils font tout ça. Tout dépend, quoi. Ça c'est la négo. Chaque deal se négocie, mais typiquement c'est un variable fixe, c'est ça? Nous, on n'a pas de fixe. D'accord. Ouais. Parce qu'on a passé un stade de relation où le fixe c'est plus pour les rassurer au début, où ils se disent attendez, moi je vais investir, il me faut un fixe minimum pour garantir mon business, et puis après il y a du variable complémentaire. C'est un peu comme les... Mais bon, de parler d'un fixe en milliers d'euros ou de 10 000 euros par mois pour un petit pied en Chine, on arrive vite là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. En général, c'est ça. C'est entre 5 et 10 000 euros pour commencer en fixe. D'accord. Ouais. Donc, quand on arrive, petite PME qui arrive en Chine, c'est un marché qui a un gros potentiel, mais qui est pas forcément facile. Et pour réussir e-commerce, il faut être prêt à investir, quoi. Il faut trouver le bon Tipeee, il faut avoir le budget pour travailler avec lui, et surtout faire du marketing efficace, qui lui aussi coûte cher. Exactement. Dans tous les cas, ça c'est la base. Après, ça dépend de la typologie de produits. Les stratégies sont différentes en fonction des produits. Il y a des gens qui vont aussi trouver un distributeur e-commerce qui va un peu donc un Tipeee qui fait aussi l'achat de produits, la revente. Donc le modèle est différent là. C'est ça. Il y a un modèle de distributeur. D'accord. Il y a un modèle où le Tipeee n'est qu'un opérateur qui n'achète pas les produits, et il y a un modèle où il va être vraiment jouer le rôle de Tipeee et de distributeur, où il va acheter les produits et. Voilà. Nous, on a le modèle du Tipeee qui est opérateur et on contrôle tout le reste. Vous avez jamais essayé de passer sur un côté distributeur maintenant que t'as un certain succès? Ouais, surtout qu'on a de plus en plus de distributeurs qui sont très forts dans le e-commerce et qui peut-être en économie d'échelle peuvent être intéressants. Donc c'est des calculs qui se font, j'ai envie de dire, tous les ans. On remet tout en question, on essaie de voir. Donc peut-être qu'un jour on dira c'est mieux de passer sur un modèle où on a un Tipeee qui achète. Ok, d'accord. Et donc voilà, après belle réussite en e-commerce, tu t'étends sur pas mal de plateformes. Donc tu as passé à peu près 6-7 ans, c'est ça, à Shanghai. Ouais, donc t'as commencé à Hong Kong. Ouais, j'étais à Hong Kong. À Hong Kong, d'accord, ok. Ouais, et après j'ai passé beaucoup de temps à Shanghai. Ok, d'accord. Où je faisais quand même, en fait, sur la fin, je faisais facilement un tiers Hong Kong, un tiers Shanghai, un tiers France. Ok, parce qu'il y a aussi des équipes à Shanghai, où le Tipeee est Shanghai. On a 13 personnes. En fait, nos équipes sont à Shanghai. D'accord, c'est ça, d'accord. Okay. Nos équipes sont chinoises à Shanghai pour le marché chinois. On a une structure aussi à Hong Kong, là où j'étais. Et du coup, en France, donc c'est vrai que j'étais amené, là, dernièrement à être un peu sur les 3 pays. Je suis bien content d'être juste en France. D'accord. Et le côté, donc, monter une équipe à Shanghai, de trouver des bureaux, monter l'équipe, la manager, gérer les gens qui partent, les remplacements, c'est quoi ton retour d'expérience là-dessus? C'est l'autre partie que j'ai découverte en Chine. Le management des équipes et le turnover est incroyable. C'est vrai qu'il faut être accroché, enfin en tout cas dans la période dans laquelle on était. Maintenant, c'est un petit peu calmé là, dans les 2 ans là, ça devrait être un peu moins. Mais c'est vrai que nous, on a eu du 100% de turnover. Hein.
Donc c'est en 6 mois. Ah ouais, carrément, d'accord. Donc c'est Faut vraiment, s'accrocher, ouais. ouais, alors c'est des gros chiffres en pourcentage. Après on était une petite équipe, on est 13 personnes, c'est pas voilà, mais quand on était 5-6 personnes et que en 3-4 mois tu changes 6 personnes, c'est vrai que ça remet tout, faut tout refaire à chaque fois quoi. Non, Donc c'est très dur. fatigant, à part la tête qui est restée. À chaque fois refaire les gens, et puis à chaque fois il y a des raisons diverses et variées, mais j'ai tout entendu, hein. Ouais. T'as des gens qui partent parce que bah oui, il y a quelqu'un qui leur a offert plus de 50%, plus 50% sur le salaire. Tu te dis bah vas-y, excuse-moi, je peux pas m'aligner tout de suite. Enfin, pas sur des profils qui sont pas à forte valeur ajoutée. Ouais. Surtout au début. Après, sur les profils un peu plus qualifiés, ce qu'on a fait, on est monté en puissance avec moins de juniorité et plus de seniorité. Là, ça se stabilise. On a un peu plus de moyens, on stabilise les gens. Ils vont pas aller chercher des 50% à chaque fois qu'ils changent de poste. Ouais, Donc là, on construisait quelque chose, mais ça met du temps à construire. Et sur le côté management, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu as compris de la mentalité chinoise? Comment bien bosser avec eux? Comment bien bosser avec eux, c'est un peu ce que je disais au début, c'est être à leur écoute, c'est leur laisser les moyens de faire les choses parce qu'en fait ils ont faim, ils ont envie de développer, donc ils ont besoin de reconnaissance, mais un peu comme tout le monde, je veux dire chinois ou pas chinois, répondre rapidement. Ça c'est une clé pour leur montrer de la reconnaissance, c'est quand ils posent une question, il faut répondre. Il faut répondre rapidement. Il faut être s'adapter à la réactivité chinoise. Parce qu'ils sont réactifs et ils attendent ça en retour de toi. Dans les juniors, j'ai eu beaucoup beaucoup de retours où en fait les gens attendent que le boss connaisse tout. En Chine, c'est un peu ça, et le boss, c'est le boss, quoi. Il dit quelque chose, déjà il a la vérité absolue sur tout. C'est assez hiérarchisé. Le boss écrase un peu les employés. Donc en tant qu'étranger, on prend le rôle de boss chinois sans le savoir, et c'est ça. Et à un moment il faut. Et c'était en fait plutôt dans l'autre sens, d'essayer de leur d'amener un peu de notre culture dans cet aspect-là, où j'ai essayé de trouver mais ça marche pas bien parce qu'ils sont trop ils sont trop habitués à ça, quoi. Ils aiment ça. Alors là, on le voit de moins en moins. Les jeunes générations sont quand même plus ouvertes. Ils recherchent une certaine qualité de vie de plus en plus. Donc c'est vrai qu'on est ils sont un petit peu européanisés sur ces aspects-là RH. Ok, d'accord. C'est vrai que c'est perturbant. T'as réussi à apprendre un peu le chinois quand t'étais en Chine, le côté linguistique, comment ça s'est passé? J'ai honte. Alors, je suis marié à une chinoise. D'accord. Donc, j'ai aucune excuse. Ouais. C'est terrible. Mais j'ai eu le drame d'être très très occupé à développer ma relation avec ma femme qui parle anglais. Ouais. Dans un environnement où je devais développer du business en anglais, et finalement j'ai jamais pris le temps. Il faudrait passer 1 an à faire que ça. Oui, vraiment. Donc oui, j'ai appris. Non, je dis pas que j'ai rien appris, mais c'est un peu le chinois de survie, quoi. Mais voilà, je préfère dire que je parle pas chinois. C'est plus honnête que de dire ouais, j'ai 3 mots de chinois et je dis je parle chinois. Non. Donc je parle pas chinois, je parle un peu avec ma fille maintenant, et puis ça s'arrête là. D'accord. Sachant que maintenant t'es rentré en France. Alors maintenant je suis rentré en France et paradoxalement c'est là que j'ai envie encore plus d'apprendre le chinois, donc c'est assez marrant. Ouais, mais c'est souvent comme ça, quoi. La Chine nous manque quand la Chine manque. C'est dur de vivre en Chine, mais c'est dur de la quitter aussi. Surtout la nourriture. Et donc juste, donc 6-7 ans passés en Chine, ce développement, t'as décidé de rentrer en France. Mais bon, de ce que je comprends, ça marche toujours super bien en Chine. C'est quoi un peu la vision stratégique de mon bento sur la Chine en particulier? Et enfin, tu vois, pour ton retour, explique-moi un peu. Alors moi, je suis rentré en France pour plusieurs raisons. Déjà, on avait stabilisé pas mal les choses en Chine. La Chine est un pays qui est dynamique et qui est vraiment bien pour le business. Après, avec des enfants, sur la qualité de vie, il y a eu un moment donné où on s'est dit on va pas rester là. Bon, c'est pas un environnement qui nous plaisait pour d'autres aspects. Et comme beaucoup de Français qui ont fait l'expérience en Chine, c'est dur de continuer tout le temps à vivre en Chine. Et on a eu la chance, on avait la possibilité de venir en France, de moi développer plus le côté Europe, où il y avait des sujets très importants qui me tiennent à cœur sur le développement durable, et notamment l'élimination du packaging jetable, etc., sur des sujets qui sont assez forts en Europe et qui finalement sont en train d'apparaître aussi en Chine. Donc ces problématiques sont très intéressantes, et la Chine, de ce que j'en ai comme expérience, est capable d'aller plus vite que nous.
Même en ayant pris un train de retard, ils sont capables d'arriver devant nous. Donc, on suit tout ça de très près. Donc, on pilote régulièrement la Chine de toute manière. Hein. Ça fait partie, ça c'est 40% du groupe. Donc, Ouais, non, c'est conséquent, quoi. D'accord. voilà, c'est notre premier marché. D'accord, ok. Donc tu parlais de la nourriture justement qui te manque. Une ou deux questions un peu perso. C'est quel est ton plat préféré en Chine, ou est-ce que tu avais des restaurants Alors, restaurant, je pense que je pourrais citer Din Tai Fung sans hésiter. Ah, ça c'est taïwanais, attention là, tu deviens. Ouais, mais bon, j'ai mangé ça à Shanghai. Et les Xiaolong Bao sont shanghaïens, donc après. Voilà, Sherlong. Après, moi, j'ai la chance d'avoir ma femme qui est cantonaise et j'adore la cuisine cantonaise. Donc tout ce qui est dim sum, tout ce qui est soupe cantonaise. Enfin, j'adore ça et j'ai eu la chance d'expérimenter la cuisine, on va dire locale et familiale, qui est un peu différente que celle du touriste. Ouais, c'est pas donné à tout le monde de tester la cuisine familiale en Chine, parce qu'on invite moins à la maison, donc il faut vraiment rentrer dans une famille chinoise. Et la cuisine chinoise est pas assez connue parce elle mérite à être connue parce qu'elle est très variée. Il y a la vraie cuisine chinoise quelque part. La vraie cuisine chinoise. On connaît la cuisine chinoise en France. Qui change, hein. Je vois comme de plus en plus de restaurants qui ouvrent, qui font des spécialités, du Dongbei, du Sichuan, donc ça change, mais bon, il faut aller en Chine pour tester la vraie cuisine chinoise, on est d'accord. Exactement. Et donc je dirais ça, je dirais non, j'aime les pao de tout ça, j'aime beaucoup ce concept de bouchée, dim sum. Les petites bouchées vapeur, etc. J'aime tout. D'accord. Franchement, j'adore la cuisine chinoise, je trouve qu'elle est saine, elle est intelligente. Voilà, je me régalais en Chine, quoi, et ça me manque. Et pour les vacances, t'avais un coin préféré en Chine? J'avais pas de vacances. Ou en Asie, hein, parfois tu allais peut-être te balader un peu autour. Ouais, bah, bien sûr, je suis allé alors autour. Je dirais, je sais pas si c'est autour. Bali, ça compte? Ouais, tout à fait. Tout est relatif. C'est vrai que c'est en Asie. Oui. Ouais, non, Bali, c'est magnifique. Ouais. Je suis allé à Taïwan, j'ai trouvé ça magnifique. Donc voilà. Après, il y a des îles chinoises quand on veut aller pas trop loin. Sanya, Thaïlande, bien sûr. J'ai fait la Thaïlande. Donc tous ces aspects-là. Donc tous les classiques, t'as eu l'occasion de te balader un peu dans toute l'Asie du Sud-Est, de découvrir tout ça. Quoi. Mais la Chine en elle-même, elle est très variée aussi. Il y a beaucoup de choses à aller voir en Chine que j'ai finalement pas encore assez exploré. Et j'aimerais bien. Ouais, j'ai envie d'y retourner. Hein. J'ai voyagé beaucoup en Chine, mais c'est vrai que toutes les montagnes du Sichuan, choses comme ça, j'aimerais aller explorer. Il y a des coins magnifiques, quoi. Souvent très très touristiques, parfois trop touristiques un peu à la chinoise, quoi. Il y a 1 milliard de Chinois qui aspirent à voyager, donc parfois il y a des conséquences négatives. Mais non, les montagnes chinoises, les Huashan, les Huangshan, etc., c'est magnifique, quoi. Donc, oui, tout à fait. Est-ce que t'as un livre ou des ressources à recommander ça peut être même un site internet, un blog ou un livre que tu as lu sur la Chine, sur l'Asie qui t'a éclairé? Ah, sur la Chine, je dirais, je lis beaucoup, mais pas forcément sur la Chine. Alors moi, j'ai beaucoup de discussions avec ma femme qui ont activement sur la Chine, donc ça me nourrit beaucoup parce qu'elle lit en chinois, donc on échange. Après, je suis plus sur les méthodes agiles. Tu citais les médias taïwanais, c'est ça? Elle lit les médias, les chinoises du continent, mais elle lit les médias taïwanais. Ouais, pour avoir plus d'infos, on va dire, de partialité. Et des fois, les Chinois ont tendance à un peu quand même camoufler des choses. Les Taïwanais ont tendance à peut-être plus révéler ou voir des fois être dans la théorie du complot. Ouais, les médias sont plus libres à Hong Kong et à Taïwan, clairement. Ouais. Voilà, non, mais un livre moi que je recommande dernièrement, là, Skin in the Game de Nassim Nicolas Taleb, qui m'a marqué parce que le lien entre l'entrepreneur, cet esprit d'agilité et cette rapidité d'exécution qu'il décrit et contre on va dire les théoriciens, je le retrouve dans la Chine du tous les jours, des entrepreneurs qui vont quoi, qui ont ce sens du devoir, en fait, une sorte de sens de devoir de faire les choses, de développer leur pays, quoi. Alors que nous, on est plus dans mais qui sont donc partie prenante, quoi. C'est un peu ça que ça veut dire, skin in the game. Quand tu prends un risque, que tu mets aussi, je sais pas, de l'argent sur la table, du temps ou quoi que ce soit, forcément t'es plus motivé. T'es plus motivé parce que t'es partie prenante de quelque chose. Tout à fait. Ok, intéressant, quoi. Okay. Je recommande.
Bon, on arrive presque à la fin. J'ai une dernière question. C'est une question, un peu la question signature de ce podcast. Comment hacker l'Asie? Est-ce que tu as une astuce, un gross hack, quelque chose qui t'a permis de réussir en Asie, enfin en Chine en particulier? Ouais, se marier à une chinoise. D'accord. Alors, je le dis pour la boutade, mais derrière ça, il y a la notion de, je pense qu'on peut pas développer et connaître l'Asie sans avoir une relation de confiance avec des Chinois, euh, parce que c'est les Chinois qui connaissent leur marché. Enfin, voilà, faut se mettre dans l'autre sens. En France, c'est pareil. Imaginez des Chinois qui viennent. Ils vont avoir du mal à comprendre tous les codes, ils vont avoir du mal dans l'autre sens, à savoir. Et finalement, ils ont besoin d'appui local, de confiance pour développer. Ben, en Chine, c'est pareil, ça paraît bête, mais c'est naturel. Et il faut une équipe qui soit motivée, dans laquelle on a confiance. La confiance en Chine, c'est dur, parce que comme on n'a pas les mêmes codes culturels, on va avoir tendance à interpréter différemment les choses. C'est pas forcément qu'ils ont essayé de la mettre à l'envers, on s'en rend pas compte. C'est pas forcément une mauvaise intention, mais finalement, voilà, les différences culturelles sont tellement énormes sur certains aspects que il faut être vigilant. Et c'est pour ça qu'avoir quelqu'un de confiance qui soit bienveillant sur le développement des affaires en Chine, c'est capital. Et éviter justement le côté le boss étranger qui dirige et qui veut parler à tout le monde et qui veut faire à sa sauce. Je pense que ça marche pas. Faut laisser encore une fois les équipes locales en confiance, en autonomie, avec du contrôle via des personnes de confiance chinoises. Ouais, c'est hyper intéressant parce que de trouver une personne de confiance, on est d'accord que c'est capital, mais la confiance en Chine, c'est difficile. Même pour les Chinois entre eux, personne ne se fait confiance en Chine et on fait beaucoup de business, par exemple, avec sa famille, parce que ça, c'est le cercle de confiance. Et bon, c'était un peu une boutade, mais il y a un fond de vérité. Tu dis que tu t'es marié avec, avec une personne qui a contribué au succès de mon bento en Chine. Et t'as un peu fait ça à la chinoise, quelque part. T'as fait du business en famille, t'as trouvé la confiance à travers avec une alliance comme ça. Donc c'est une belle conclusion, quoi. C'est bien ça, et je la remercie. Elle est toujours à fond dans l'entreprise, et c'est vrai que ça permet d'avoir une vision et un développement biculturel et un binôme qui fonctionne bien, quoi. Ok. Et dans un sens et dans l'autre. D'accord. Bon, je te remercie, Fabien. De rien, merci Raphaël. Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, Seghier. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!